Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour Nicolas Beto. Est-ce que le départ de Nicolas Hulot était évitable? Évitable, je ne sais pas le dire. En réalité, je ferais de la langue de bois si je disais ou que je suis réjoui ou que je pense que son départ aurait été évitable. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Nous, on préfère avoir Nicolas Hulot dans le collectif. C'est un choc politique. Tout le monde a un respect très important pour Nicolas Hulot, pour ce qu'il a fait avant, pour ce qu'il a fait dans ce gouvernement. Je trouve qu'il a eu des mots assez durs sur lui-même, sur son bilan. Donc je ne sais pas répondre à la question si c'était évitable. Ce que je sais dire, c'est qu'il faut absolument qu'on continue le travail. Ce qu'il dit, lui, c'est que pour être évitable, il ne le dit pas comme ça, mais il fallait changer de modèle économique. Ça veut dire qu'au fond, il était venu sur un malentendu? Je ne pense pas, puisque ce que nous avions dit pendant l'élection présidentielle, nous sommes précisément en train de le faire. Et c'est là où je trouve qu'il a eu des mots assez durs sur cette première année de mandat. Parce que, en tant que parlementaire, moi, je suis assez fier de ce qu'on est en train de faire. Dans le domaine de l'énergie, il y a un investissement massif dans les énergies renouvelables. On va sortir des hydrocarbures, il n'y aura plus de centrales à charbon à la fin du quinquennat. Tous ces sujets-là, lui dit c'est zéro, on n'a rien fait. Mais est-ce que nous avons commencé à réduire les effets de serre? Non, dit-il, etc. Oui, mais la nuance, effectivement, c'est qu'il visait déjà le point d'arrivée. Pour pouvoir réduire la part du nucléaire, pour pouvoir nous désintoxiquer, si je puis dire, il faut évidemment augmenter, changer notre mix énergétique, investir dans les énergies renouvelables. Quand on donne une prime aux particuliers pour qu'ils puissent changer leur chaudière au fioul, pour mettre des chaudières à bois, tout c'est ça... classique, tout ça. C'est pas de la vieille politique. Est-ce que c'est pas justement, je ne parle pas de modèle économique du coup, mais est-ce que c'est pas les vieilles méthodes qui au fond fonctionnent très bien? Je ne crois vraiment profondément pas. On est sur le champ de l'énergie, on pourrait parler de tous les sujets en matière environnementale, mais prenons un exemple. L'éolien en mer. Tout le monde dit que c'est une énergie du futur, que c'est une chance pour la France, vu notre configuration géographique. On prend des mesures, précisément, législatives, on l'a fait dans le droit à l'erreur, pour que construire un parc éolien offshore, ça soit divisé par 2. On mettait 10 ans à construire un parc d'éolien offshore. Et là, ce sera plus rapide. On mettra 5 ans. Ce sont des changements de système, j'y crois profondément. Quand vous dites qu'il a été dur sur son propre bilan, est-ce que vous en voulez à Nicolas Hulot, à la fois sur ce qu'il dit aujourd'hui de l'action du gouvernement et surtout sur la manière qui a été la sienne pour démissionner? Je trouve que la forme était empreinte d'émotion. C'est la sincérité de Nicolas Hulot, qui est un militant, qui a toujours été un militant. Et donc, effectivement, je n'aurais pas dit les choses comme ça. Je trouve que ça minimise. Et vous ne l'auriez pas fait comme ça? Est-ce qu'il aurait fallu. Que ça minimise le travail de ses secrétaires d'État, qui mènent un travail absolument fantastique sur l'économie. Et puis au moins prévenir le président de la République. Sur le solaire. Oui, je pense qu'il l'a dit lui-même. Ce n'est pas une bonne manière. Maintenant, je dis attention. Attention parce que je vois les commentaires de façon très générale sur la rentrée politique. Et je vois qu'on est en train de retomber exactement dans ce qui, de mon point de vue, a flingué le pays, je le dis de façon... on réduit tout à des questions de personnes. On réduit tout à des questions de symboles. Parce qu'il symbolisait sur lui, sur son personnage, sur son nom, beaucoup de choses. Mais bien sûr ça part avec lui. La personnalité de Nicolas Hulot avait de l'importance. C'était le choix du président de la République d'avoir convaincu Nicolas Hulot de mener ses combats avec nous. Donc ce n'est pas sans importance. Mais à force de réduire la politique qu'à des questions de personnes, on ne fait pas le fond des réformes. On ne mène pas ce travail quotidien de poser les bases pour véritablement changer de modèle. Moi, ce n'est pas pour ça que j'ai fait de la politique. Je fais de la politique pour qu'à la fin du mandat, on regarde les résultats. Et le but de cette majorité, au fond, c'est de faire en sorte qu'à la fin de ce mandat, Nicolas Hulot se dise je regrette un petit peu. J'aurais pas dû partir parce que je participais à quelque chose qui était un changement de modèle. Que doit faire Emmanuel Macron pour relancer cette deuxième partie du quinquennat? Il s'est passé des choses cet été, l'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot. On voit bien que le budget est très compliqué à construire, on va en parler. Est-ce qu'il y a quelque chose que Emmanuel Macron doit faire pour relancer tout ça? Je vais avoir une réponse collective. Je n'ai pas de conseil à donner au président de la République. Vous avez un avis peut-être sur la manière dont il doit conduire la politique? Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas perdre notre cohérence. Et ça, c'est très important. Notre cohérence économique et sociale notamment, c'est l'axe majeur de ce quinquennat. Si on ne redresse pas le pays sur l'économique et le social, alors on ne réparera pas ce pays-là. Donc, ne pas perdre ce focus-là. Je suis très heureux qu'on redémarre sur la loi Pacte. Je suis très heureux que dans ce budget, on fasse des choix qui soient des choix totalement cohérents avec ce que nous avons posé comme base dans la première année, avec ce que nous avions dit dans le programme présidentiel, c'est-à-dire faire le choix du travail. Faire le choix de la protection des plus fragiles aussi. Est-ce que vous êtes heureux de ce que le patronat commence à désigner comme des zigzags, c'est-à-dire qu'en même temps, on nous dit l'impôt sur les sociétés va baisser, ce sera en 2020, mais d'ici là, on augmente les taux
relèvement de l'impôt. De la même manière, on repousse la baisse des charges sur le SMIC. Est-ce que tout ça n'est pas précisément du zigzag? Alors, ne soyez pas dur avec Geoffroy Roux de Bézieux, puisqu'il a dit ce n'est pas la politique du zigzag. Il a simplement averti. Je ne parlais pas de Roux de Bézieux, mais il a quand même lancé un avertissement. Il a prononcé ce mot-là, et je crois qu'il a eu la réponse dans l'heure qui suivait du Premier ministre. Ouais. Bien sûr que nous n'avons pas une politique du zigzag en faveur de la compétitivité des entreprises. Prenez les différentes étapes que nous avons menées. Réforme des ordonnances travail, la loi Pacte, la baisse de l'ISF, le droit à l'erreur. Je crois toutes que ces réformes elles sont là. Simplement aujourd'hui, comme les temps sont un peu plus difficiles, Stanislas Guerini, comme les temps sont un peu plus difficiles, est-ce que vous n'êtes pas en train de commencer un zigzag, repousser quelques mesures favorables aux entreprises, accélérer quelques mesures de relèvement de l'impôt? Tout ça n'est pas très cohérent, quoi. Soyons précis là-dessus. Quelle est la mesure dont nous avons annoncé un léger report? 2 milliards. La baisse, oui, mais dans une année où les entreprises vont bénéficier d'un effet double, qui est à la fois le bénéfice du crédit d'impôt compétitivité emploi, qu'elles vont continuer à toucher en 2019, et conjointement de la baisse des charges. La baisse des charges, nous la faisons dès le 1er janvier 2019. Il n'y a qu'une seule partie qui était une baisse additionnelle sur qui sera reportée au mois d'octobre. Qui sera reportée au mois d'octobre. Bon, donc ce que vous dites, c'est pas grave? Non, bien entendu, et je n'ai rencontré aucun patron qui m'a dit que nous sommes en train d'abîmer la compétitivité des entreprises. Je crois qu'au contraire, un petit avertissement quand même. De croissance. Moi, je l'ai dit extrêmement clairement. Il y a 2 axes qu'il faut tenir dans ce budget. Un axe qui est pérenniser les conditions de la croissance. Ça repose sur 2 piliers, compétitivité des entreprises, pouvoir d'achat. Le deuxième axe, c'est le chemin des réformes structurelles pour baisser la dépense publique. Alors, ce n'est pas la dépense publique, mais c'est l'impôt. Le prélèvement à la source commence à poser pas mal de questions. Le Premier ministre a indiqué que la décision vraiment serait prise en septembre. Bercy, de son côté, dit non, pas du tout, tout est calé, tout est fait. Le canard enchaîné dit Emmanuel Macron hésite et prendra sa décision rapidement. Vous êtes député, vous avez une permanence, vous recevez des gens, beaucoup doivent exprimer de l'inquiétude. Est-ce qu'il faut maintenir le prélèvement à la source au 1er janvier prochain? Je vous avoue que je n'ai peut-être pas reçu les bonnes personnes, en l'occurrence, mais je n'ai reçu personne qui m'a dit son inquiétude. Bon. Mais vous l'entendez? Je l'entends dans les médias, un peu plus que lors de mes rencontres avec des chefs d'entreprise, par exemple. Bien sûr qu'il faut maintenir le prélèvement à la source. Je crois que c'est une fake news, le fait que ça ne soit pas maintenu. Je prends là un risque en vous le disant. Édouard Philippe, ce n'est pas une fake news. Quand il répond à une question et qu'il dit « nous verrons en septembre », non, il a dit qu'évidemment, on ferait le point pour voir les conditions de préparation. Il a ouvert un petit angle. Mais vous savez, le gouvernement est extrêmement pragmatique sur ce sujet-là. Rappelez-vous que toute la majorité précédente nous disait, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, allez-y, dès maintenant, tout est prêt, il faut faire cette réforme majeure pour les Français. Je suis d'accord avec la partie réforme majeure pour les Français parce que ça sera une vraie simplification. Tout n'était pas prêt. On a pris une année supplémentaire. On a travaillé, et je crois que Gérald Darmanin porte cette réforme de façon très minutieuse, très précise, avec les éditeurs de paye, avec les entreprises. Il y a eu 1500 entreprises qui ont été dans un test grandeur nature. Donc il faut y aller. Ça se passe bien, il faut y aller et être pragmatique. Un dernier mot, je crois que le gouvernement a montré de nombreux signes en disant que pour les plus petites entreprises, pour les cas les plus compliqués, je pense aux particuliers employeurs, eh bien, sur ces sujets-là, nous acceptons de différer les choses pour justement lancer cette réforme dans de bonnes conditions. Il y a quelques jours, en parlant du déficit budgétaire, vous avez dit passer de 2,5% de 2,3 à 2,5, je vous cite, ça semble secondaire. Est-ce que passer de 5, de 6 en réalité, à 3%, ce qui est le risque en 2019, ce serait secondaire? Non. Évidemment. Donc tout faire pour éviter ça? Mais bien sûr, et c'est exactement et précisément les choix que nous faisons. Nous serons sous la limite des 3%. Ça en va de la crédibilité de la France au niveau européen. Donc ça, c'est une ligne qui est absolument claire. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait être absolutiste sur les réformes structurelles, mais pas fétichiste sur un 10e de point de croissance. Je continue à le penser très fort. Alors il faut rester en dessous de 3%. Merci Stanislas Guerini. Merci à vous.